Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Et ce soir, la rédaction accueille Hamdil Soumaïla, cadre du parti Les Républicains. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors avec vous, Hamdil, sera question du droit du sol, un sujet qui divise au niveau des partis politiques, notamment ici à Mayotte. On est parti voir la population pour savoir ce qu'ils en pensaient. On en parle tout à l'heure avec vous. Avec nous également Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Avec vous, on va parler de ce décès de ce jeune de Tsunzu qui est survenu justement suite à des blessures après une agression par deux autres jeunes. Une mobilisation de la population, notamment des mamans, avec une marche qui a été entamée aujourd'hui. On en parle tout à l'heure dans le journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 16 février. La violence a fait une nouvelle victime sur le département. Un jeune homme de 16 ans agressé au couteau est décédé des suites de ses blessures dimanche. Enterré hier dans son village de Tsunzu, une marche pacifique a eu lieu ce matin, tandis que la colère fait rage. Explication. Nicolas Sarkozy et Alain Juppé l'ont rappelé lors du dernier congrès national des Républicains. Ils sont favorables à une modification du droit du sol dans certains territoires outre-mer et notamment à Mayotte. Une manière selon eux de lutter contre l'immigration clandestine. Mais qu'en pense la population ? Le phénomène climatique El Niño est à l'origine du blanchissement et de la mort de nombreux coraux partout dans le monde. Ce courant dévastateur lié au réchauffement climatique semble actuellement frapper le sud de l'île. Associés à l'activité humaine, les dangers sont réels pour le lagon mahorais. Reportage à la fin de cette édition. Dimanche, un jeune de 16 ans est décédé des suites d'un coup de couteau reçu quelques jours plus tôt. Celui-ci, en effet, a été agressé par deux autres jeunes lundi dernier pour le seul fait qu'il était originaire du village de Tsunzu. Le jeune a finalement succombé à ses blessures et a été enterré hier dans son village. Plus tard dans la soirée, les habitants ont dressé un barrage et ce matin, des mamans du village se sont à leur tour mobilisées. Elles ont ainsi entamé une marche pour dire stop à cette violence qui désormais tue. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Elles ont marché en mémoire de ce jeune homme de 16 ans, mort pour avoir été originaire de Tsunzu. Violence et autres représailles entre villages n'en finissent plus à Mayotte, allant jusqu'au meurtre, comme ce fut le cas la semaine dernière. Pour ces mamans de Tsunzu, il est temps que tout cela s'arrête. Lemewa wana watu kila katu waibubula wala kavula watu wangina waiulawa maisha ya ukavasta mtu wangina to ulawa tukemba waula watu kaside Tsunzu vani safe wala kavasi mwana mtash Tsunzu aparola andra ulu mwana vano vangina be wao de wala wajawa irulia wanatu kiasi hivyo mazar lemewa karishinda tena na wasir na wana wararu wa ulawa Tsunzu wanne wazima wa ulawa Tsunzu vani mazar lemewa rose lemewa zino sikitifu rangu jana waskaralala ribaki tuhashiri stambule rizona na shundito. Plus d'une semaine ne passe sans que des affrontements entre bandes rivales n'entraînent des blessés graves. Pour cette mère de famille, les parents sont les seuls à pouvoir mettre fin à cette spirale de violence en s'occupant de leurs enfants. Atandafanya tabia za pe mwenze ya vili mwana imwenda atavingi shitu mwanao na shitu lazima mzise mwanangu shitu ni iparahabi mana zasalia wasiderilelao wana waihiba leo wana watendea madeleka wasuvura bange wasinwa maushi wanda wahirema na masembea imani zilawa na wasiwa mama aderi wasaidia wana. La population de Tsunzu s'est réunie ce matin et une nouvelle marche devrait se tenir ce dimanche, tandis qu'une partie de la population n'hésite pas à parler de représailles. Avec nous, Pierre Bellucci, on a vu ces images, ces mamans qui sont révoltées face à une violence qui aujourd'hui a des conséquences très graves puisqu'elle tue, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui, effectivement, il y a eu un décès. C'est pas la première agression. Alors, c'est surtout pas les premiers affrontements intervillages. Ça se répète depuis plusieurs semaines. Ça n'arrête pas entre les différents Passamenti, Vaibé, Tsunzu. Là, on voit, c'est des jeunes de Doujani qui sont l'auteurs de ces faits. Deux jeunes. Alors, justement, là, on réclame, et la population de Tsunzu réclame qu'ils soient arrêtés, qu'ils soient punis. On parle de représailles. Il y a beaucoup de personnes au sein du village qui parlent de représailles de mort, qui disent nous aussi, on va aller les tuer. Donc, voilà, on en est là aujourd'hui.
aujourd'hui. C'est grave, c'est très très grave. Nous cessons de le répéter, la délinquance et la violence augmentent sur le territoire de manière considérable. Et on allait dire presque de mois en mois, on voit un peu c'est une échelle quoi, vraiment qui augmente. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y avait la rentrée solennelle au tribunal. Le procureur de la République a eu des mots très très forts. Il a parlé de cataclysme pour 2017. Il avait déjà parlé de chiffres catastrophiques lors de l'état-major de sécurité il y a quelques semaines. Là, il parle maintenant de cataclysme pour 2017 si les choses continuent ainsi. Le procureur de la République. Bien, ça va s'aggraver, la situation déjà qu'elle est très tendue, très compliquée, ça va s'aggraver, Pierre. Écoutez, en tout cas, on n'espère pas. On espère que justement, lorsque un procureur de la République dit ce genre de choses, il s'est appuyé sur des chiffres, les chiffres 2015 de la délinquance, plus 50% d'augmentation d'agressions physiques, plus 30% de délinquance globale qui implique des mineurs. Si on prend quelques chiffres aussi d'incarcération de mineurs, en 2014, il y avait 10 incarcérations, 2015, 14, 2016 qui vient de commencer, il y a un mois et demi, déjà 20 incarcérations de mineurs. Donc on voit un peu, on le sait, hein, cette délinquance, elle est surtout le fait de mineurs désœuvrés. Alors on le voit dans le reportage, on appelle aussi les parents à la responsabilité des parents, on en appelle un peu à l'ensemble de la société. Lorsque le procureur de la République, hein, qui représente le ministère de la Justice, parle en ces termes, c'est que vraiment on voit bien la gravité de la situation. Ça montre aussi que voilà, quand ce genre de personnes, ça a été repris d'ailleurs très très vite par la presse nationale, Ouest France qui en a fait sur son site internet un sujet dans la foulée quasiment. Ça prouve qu'aussi au niveau national ça bouge. Un procureur de la République lorsqu'il parle en ces termes, on peut imaginer quand même que ça va avoir une répercussion, ça va avoir un écho en métropole, en tout cas on l'espère, parce que là il faut absolument agir. Et il explique aussi que ces violences inouïes il parle en ces termes, inouïes, intervillages, elles peuvent aller très très loin. On le voit là à Tsunzu, il peut y avoir des représailles. Enfin, je veux dire, on est proche de l'embrasement dans ces cas-là. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des solutions qui soient trouvées, que les autorités réfléchissent. On n'arrête pas de le dire, mais maintenant l'urgence. Les solutions, peut-être mettre fin aussi à cette impunité des mineurs qui, pour le coup, ont l'impression qu'ils sont invincibles quelque part. Tout à fait, mais on le voit lorsqu'il y a déjà 20 incarcérations en 2016, ça montre bien qu'il y a une plus grande sévérité. Alors peut-être aussi qu'il y a plus d'actes de délinquance commis, mais en tout cas on peut imaginer que le procureur, on l'a vu il y a la semaine dernière il me semble, il était sur le terrain, il était présent, il faisait des rondes avec justement la police afin de se rendre compte aussi de l'ampleur du phénomène. Il parle aussi de cette fameuse drogue de synthèse, la chimique, qui fait aussi des ravages dans la jeunesse, une jeunesse désœuvrée et forcément qui tombe rapidement dans ces drogues. Donc voilà, ce sont toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui on est arrivé à un point de non-retour où il faut agir maintenant parce qu'après il sera trop tard. Et je pense que voilà, lorsque des personnes comme ça en sont conscientes, on peut espérer que c'est que les choses avancent et qu'il va y avoir des actions qui vont être menées. Merci beaucoup Pierre pour cette intervention. Et parlons à présent de la grève des transports scolaires qui était tant redoutée. Une grève qui a été très suivie ce matin chez Matisse puisque 70% des chauffeurs ont rallié le mouvement. Cependant, sur 230 bus, 190 circulaient, ce qui a réduit l'impact de cette grève. En effet, du côté des autres groupements, un conducteur a déclaré, je cite, « Si les chauffeurs de Matisse ont les moyens de faire la grève, c'est bien. Nous n'avons pas les moyens de perdre notre salaire. » Fin de citation. Le syndicat EFO Transport et les transporteurs ont néanmoins été reçus au conseil départemental vers 11h ce matin pour mettre fin à cette grève, mais sans succès, comme l'explique Alice Yaka au micro de Pierre Bellucci. C'est reconduit le mouvement demain parce qu'on n'a pas eu les résultats qu'on attend. Donc on n'est pas encore satisfait par rapport à la situation. Je vous rappelle que l'impact, c'est nous, Matisse, les salariés de Matisse, qui subissons les conséquences depuis 2010, depuis l'existence de l'entreprise ici. C'est nous qui subissons les salariés de cette société qui subissent à tout moment les caillassages et nous assurons à tout moment dans tout le pays les transports des enfants.
1500 gendarmes et CRS, c'est l'effectif déployé par le gouvernement pour faire face à une vague de 6000 migrants à Calais. À Mayotte, seule une partie des 800 membres des forces de l'ordre gère une population étrangère estimée à plus de 100 000 personnes. Le déséquilibre est flagrant et du côté du parti Les Républicains, Nicolas Sarkozy comme Alain Juppé sont favorables à une modification du droit du sol à Mayotte. Nous sommes donc partis à la rencontre de la population pour connaître leur avis sur la question. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. L'immigration est un sujet qui fait beaucoup de débats à Mayotte. Anonymes comme personnalité publique, tous s'accordent à dire que Mayotte n'est plus en capacité de supporter l'arrivée quotidienne de migrants. Et quant à la question de la modification, voire de la suppression du droit du sol est posée, l'idée semble faire l'unanimité. Madame Tassimira Hawoho, obligatoirement, j'ai maoré, malade sans papier. Donc, nous avons garder le droit du sol, mais ce qu'on a maoré. Le souci, c'est que tant qu'on n'aura pas réglé ce souci d'immigration, on ne pourra rien régler. Donc, du coup, ce droit de sol, Sarkozy a raison. À bannir. Au moins s'il y avait l'éducation derrière, mais il n'y a pas d'éducation. J'ai pas l'impression que quand ils ont ce droit du sol, c'est vrai, on peut pas généraliser, on peut pas se permettre de généraliser parce qu'il y en a quand même certains qui essayent de s'en sortir avec justement ce droit-là. Quand ils vont à l'école, ils font quand même l'éducation, elle est derrière. Mais la majorité, on se demande à quoi ça sert de leur donner ce droit du sol. Lors du Congrès national des Républicains, les 13 et 14 février dernier, une délégation de la Fédération mahoraise a interpellé Nicolas Sarkozy sur ce problème délicat, mettant directement en cause la politique migratoire du gouvernement. L'ancien président a alors réaffirmé sa position d'adopter une législation différente dans les Outre-mer. Alain Juppé serait quant à lui favorable au renforcement du droit du sol par l'introduction d'une condition de régularité de séjour pour au moins l'un des deux parents. Des mesures qui seraient dissuasives et permettraient selon eux de réduire l'immigration qui à Mayotte ne vient pas uniquement des Comores. Quand on compare justement ce qui se passe sur le continent européen, les immigrés qui rentrent tous les petits matins en Europe, comparé à ce qui se passe à Mayotte, c'est une petite goutte d'eau, alors qu'à Mayotte, c'est un raz-de-marée. Donc, quand les Européens crient qu'ils n'en peuvent plus, on peut se poser la question concernant les Mahorais, qu'est-ce qu'ils peuvent en penser ? Effectivement, ça fait beaucoup du mal aux Mahorais. C'est en fait la proportion de nombre de personnes qui viennent ici d'une façon irrégulière qui fait que, effectivement, si aujourd'hui on pouvait supprimer le droit du sol carrément à Mayotte, ça serait une bonne chose. Maintenant, si cette solution ne passe pas et que Juppé, lui, dit que il faut que l'un des parents au moins ait un titre de séjour ou soit français, soit français, c'est déjà ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas un problème du tout, mais qu'au moins un des parents ait le titre de séjour. Si au moins on peut passer par cette solution-là, quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose pour Mayotte. Mais sa suppression totale pour Mayotte, je pense que c'est ce qui est mieux adapté pour Mayotte. Le règlement de droit attribuant une nationalité à une personne physique en raison de sa naissance sur un territoire donné est inscrit dans la Constitution. Mais étant donné le contexte actuel sur le département, nombreux sont ceux à vouloir changer le droit. Ramdil, je me tourne vers vous. On parle d'un contexte assez particulier ici à Mayotte qui justement justifierait peut-être une remise en cause, voire une suppression de ce droit du sol. Vous en pensez quoi ? Avant de répondre à votre question, si vous me permettez, je voudrais passer en tout cas mes sincères condoléances à la famille du défunt Atsunzu. C'est mon village. Hier, j'étais là-bas à l'enterrement. J'ai vu à quel point le climat était extrêmement tendu. Donc, on aura l'occasion peut-être dans d'autres émissions de rentrer dans le vif du sujet, en tout cas pour ce qui est de la délinquance à Mayotte. Pour revenir à votre question sur l'immigration. Aujourd'hui, le sujet est de savoir si l'immigration massive, incontrôlée dans le territoire de Mayotte pose problème. Oui. Est-ce que maintenant il y a des solutions? Oui, bien sûr qu'il y a des solutions. Vous en avez fait état là tout à l'heure. Nicolas Sarkozy a des propositions. Alain Juppé a des propositions, notamment pour modifier la Constitution. Ça peut poser sujet parce que, comme vous le savez, pour modifier la Constitution, il faut que le Parlement réuni en congrès puisse voter au 3/5. Ça peut des fois poser problème et ça peut être difficulté. Donc moi, dans le cadre de
du bureau des Républicains qui a été élu récemment, notre président Mansour Kamardine a décidé que notre parti doit porter un projet pour que tous les candidats qui se déclareront demain dans le cadre des primaires citoyennes, en tout cas du centre et de la droite, puissent avoir le projet de Mayotte, notre projet politique. Et dedans, personnellement, j'ai des propositions que je soumettrai avant même d'entendre, de mobiliser, de réunir un congrès. Je pense qu'il y a des décisions qu'il faut prendre tout de suite. Lesquelles, par exemple? Par exemple, je considère qu'on ne peut pas à Mayotte dire qu'une personne qui est régularisée, qui a un titre de séjour, ne peut pas voyager, ne peut pas circuler dans tout le territoire national. C'est un contexte qui est extrêmement grave, c'est une situation extrêmement grave. Il faut permettre à tous ceux qui sont régularisés de pouvoir circuler librement dans l'ensemble du territoire. Ça, c'est ma première proposition. La deuxième, il va falloir il y a eu 40 ans. 40 ans où on a essayé de négocier, on a essayé de coopérer, je parle de la France, de l'État, on a essayé de coopérer avec les États comoriens et notamment, c'est là où massivement les gouvernants respectifs ne contrôlent pas nécessairement, d'ailleurs, ils encouragent l'immigration clandestine. Donc moi je ferai une proposition qui va dans le sens où il faudrait que l'État, à travers nos impôts que nous payons, arrête de subventionner, de soutenir tous les États, quels qu'ils soient, si c'est la région, si c'est les Comores, ils arrêtent de subventionner ces États-là jusqu'à ce qu'ils se décident à contrôler leurs frontières. Je pense que là, on ira carrément là-bas pour régler ce problème. Ça, c'est ma deuxième proposition. La troisième, quand on attend des dirigeants, des gouvernants, notamment comoriens, qui encouragent leurs concitoyens à prendre le kwassa, alors qu'ils savent pertinemment que entre Mayotte et entre Anjouan notamment et Mayotte, c'est un cimetière à ciel ouvert. Moi j'invite, et ça c'est la troisième proposition, je ne sais pas dans quel cadre on pourra le faire, mais je pense qu'il faudrait à un moment donné que ces dirigeants comoriens puissent répondre de leurs crimes, parce que ça c'est un crime contre l'humanité. Il faudrait qu'on puisse les déférer devant la Cour pénale internationale. C'est extrêmement important. Il faut à un moment donné que les dirigeants comoriens prennent leurs responsabilités. On ne peut pas se permettre, parce qu'on est un dirigeant comorien, on est un président, on est un ministre ou on est un gouverneur, d'amener ses enfants, les mettre en première classe dans un avion et les envoyer aux Émirats, les envoyer en France pour faire des études et dire à leurs concitoyens, parce qu'ils sont juste des concitoyens de base, prenez le kwassa et allez à Mayotte, notamment aller déjà sur place en Mdil. Justement, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Il faut à un moment donné qu'on se dise, il faut un moratoire sur les 10 ans, sur les délivrances notamment des titres de séjour. Il faut à un moment donné qu'on se pose, qu'on se dise voilà, est-ce que Mayotte peut accueillir l'ensemble des personnes de l'extérieur qui viennent ici? On ne peut pas, parce qu'il y a 374 km² à Mayotte, on ne peut pas accueillir tout le monde. À un moment donné, il faut bien se poser les bonnes questions. Il y a un observatoire de l'immigration qui a été créé récemment. Il faut que dedans, on puisse faire des propositions concrètes. Moratoire, je dis moratoire sur la délivrance des titres de séjour. Sur 10 ans, on se pose, on se dit voilà, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces demandes-là? Ça, c'est une première chose. Il faut, voilà, ça fait partie des propositions que moi, personnellement, je ferai. Moratoire, il faut arrêter de confiner les gens sur le territoire. Il faut porter plainte contre les dirigeants comoriens. Et bien sûr, il faut suspendre toutes les aides, toutes les subventions qui sont données aux États qui ne contrôlent pas leurs frontières. Voilà mes 4 propositions que je ferai très prochainement dans le bureau politique. Propositions, mais vous m'avez pas répondu pour ou contre le droit du sol en Mdil? De toute façon, comme je l'ai dit, toute proposition qui va dans le sens pour faire en sorte qu'on trouve une solution à l'immigration clandestine est une très bonne solution. Donc parmi peut-être dans mes 4 propositions, la suppression fait partie ce sera peut-être la 5e ou la 6e, mais je dis, quand on va toucher la Constitution, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça peut peut-être à un moment donné carrément que la question ne peut peut-être ne pas aboutir. Et ce qu'il faut, c'est des mesures tout de suite qui peuvent être prises tout de suite et pour qu'on puisse trouver une solution. On parle de constitution, on parle beaucoup en ce moment de cette déchéance de nationalité. Et pour revenir au droit du sol, qu'est-ce que vous en pensez? Déchéance de nationalité, j'estime que toute personne qui porte atteinte à la nation ne mérite pas d'être français, ne mérite pas d'être dans la nation. Donc pour moi, j'y suis très favorable.
Merci beaucoup Amdil pour votre intervention. Direction maintenant la Caisse de sécurité sociale de Mayotte qui s'est offert une nouvelle identité visuelle. Celle-ci a été officialisée aujourd'hui. Un concours d'idées avait alors été lancé par les agents de la CSSM et de toutes les propositions, c'est ce logo qui en est ressorti. Reportage Adèle Laurent. Un liseré bleu pour signifier la protection, une fleur d'ylang comme symbole de l'identité mahoraise avec ses 5 pétales pour les différentes branches de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et une main comme signe de générosité. Ce nouveau logo, fruit d'un travail participatif des agents, a été officialisé ce matin. L'occasion de faire le point sur les actions menées par la CSSM en 2015. La 2015, un bilan globalement positif puisque sur des objectifs essentiels comme le déploiement de la carte vitale, nous avons atteint nos objectifs. Nous avons distribué 20 000 carte vitale. Nous avons distribué 350 millions d'euros de prestations, ce qui est énorme. Nous avons encaissé 100 millions d'euros de cotisations. Nous avons reçu plus de 300 000 personnes dans nos accueils. Nous avons reçu aussi des appels téléphoniques en très grand nombre, plus de 160 000. Notre taux de réponse immédiat est de plus de 80%. Donc tout cela illustre cette volonté qui est la nôtre d'être au plus proche de nos usagers. Ce n'est pas un nouveau logo pour montrer un nouveau départ, mais une évolution forte de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte avec ses nouvelles missions. Continuer à déployer la carte vitale, améliorer l'accès aux droits, repenser ses accueils et optimiser la cohérence de l'ensemble des branches de la Caisse de sécurité sociale. Autant de missions pour 2016 dont la principale reste le rapprochement de la CSSM avec son public. La CSSM en 2016, c'est surtout la préparation du siège immobilier avec une nouvelle image, un nouveau lieu. Donc une nouvelle image avec le nouveau logo et un nouveau lieu puisque d'ici 2017, on espère pouvoir intégrer le nouveau siège à Kawili. 2016, on met l'accent effectivement sur l'accès aux droits. On constate que beaucoup de personnes ignorent leurs droits, ont des difficultés parfois tout simplement à s'affilier. Donc notre objectif, c'est vraiment d'axer sur ça, d'améliorer l'accès aux droits. Et sur l'accompagnement de nos publics, que ce soit en accueil de proximité, en accueil sur rendez-vous et en accueil numérique, puisqu'on a une expérimentation qui va se lancer, de pouvoir peut-être éventuellement créer la première agence numérique d'un service, d'une institution en tout cas à Mayotte. Cette dématérialisation de la relation entre la CSSM et son public aura pour but d'accélérer le traitement de l'information, mais aussi de rendre plus autonomes les usagers qui ne seront plus dépendants des horaires d'accueil physiques ou téléphoniques. La CSSM démontre donc sa volonté de se moderniser avec, comme premier pas pour 2016, ce changement d'identité visuelle. Depuis jeudi dernier, des professionnels de santé suivent une formation en recherche clinique et épidémiologique à Mayotte. Un projet mis en place par le Conseil départemental en 2014 en partenariat avec l'Association européenne des formations et d'assistance médicale de proximité. Objectif ici, aider des professionnels de la région à réussir le concours national de techniciens d'assistance et de recherche clinique et data manager. Ainsi, nous avons rencontré les 5 candidats mahorais qui suivent cette formation. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. Être capable de réaliser des essais cliniques, conduire et gérer un protocole, organiser la collecte de données, analyser et interpréter les données et diffuser les résultats, c'est ce que seront en mesure de faire ces professionnels formés à la recherche clinique et épidémiologique. Laetitia Turner, chef du projet à EDDH, est venue à Mayotte à plusieurs reprises dans le cadre de cette formation. Elle nous en dit plus sur le contenu de cet apprentissage qui permet d'obtenir un diplôme national niveau licence dans le métier de la recherche médicale. L'objectif, c'est vraiment d'expliquer aux personnes comment est mené un projet de recherche dans le domaine clinique, c'est-à-dire la recherche sur des médicaments, des dispositifs médicaux. Donc leur expliquer comment c'est conduit, les intervenants et la réglementation, parce qu'on a une réglementation relativement stricte et complexe. Donc notre but, c'est vraiment de leur apporter toute l'information pour que s'ils souhaitent mener une recherche à Mayotte, on ait des personnes qui soient formées et compétentes et puissent aiguiller les intervenants pour la mener conformément à la réglementation. Une personne intervenant, donc réalisant la formation, aurait aussi cette envie de éventuellement faire des essais utilisant des plantes médicinales. Donc c'est aussi tout l'intérêt, c'est quand on a une stratégie thérapeutique, essayer de la trouver. Donc si vous utilisez des plantes
en pratique de par votre connaissance qu'on dit empirique, donc vous l'utilisez depuis des années, mais vous n'avez jamais prouvé son efficacité. C'est un moyen. En fait, en réalisant un essai clinique, on peut essayer de prouver l'efficacité de ces traitements-là. La recherche clinique est un projet permettant de développer la recherche à Mayotte. Chargé de sa réalisation, le docteur Laurent Bayonne, gynécologue au CHM et médecin chargé de la promotion de la santé, est très engagé dans cette formation. En effet, pour lui, former des chercheurs mahorais est primordial. Cette formation elle est importante pour Mayotte pour plusieurs raisons. Au niveau, par exemple, de la crise sanitaire dont on parle tout le monde, nous allons, avec la recherche, grâce à la recherche médicale, on peut à court et moyen, long terme, aboutir à réduire, à atténuer la crise sanitaire. L'ouverture du département à la recherche médicale signe l'ouverture du département à la meilleure qualité de soins, à la sécurité des soins, au développement et à l'autonomie sanitaire dont nous avons besoin. Mayotte a besoin de son autonomie sanitaire. Mayotte ne peut pas dire à sa population et aux touristes que nous fréquentent que le seul moyen de se faire hospitaliser ou bien d'avoir la meilleure qualité de soins, c'est à 1500 km de Mayotte, non. Ces formations pourraient à terme déboucher sur la création d'un centre de recherche médicale sur le 101e département, offrant ainsi une certaine autonomie sanitaire à une île qui en manque cruellement. Et place maintenant au reste de l'actualité de ce mardi 16 février. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Les modifications des taux d'octroi de mer applicables au 1er janvier 2016 entraînent des conséquences dramatiques sur l'économie locale. Ainsi, le syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement de Mayotte, qui voit ses projets remis en cause par cette nouvelle taxation, a saisi le président du conseil départemental. La production, l'adduction d'eau potable et l'assainissement sont les priorités du SIAM et répondent à une programmation européenne. Or, la décision unilatérale des élus de modifier les taux d'octroi de mer aura un impact direct, tant sur le consommateur final que sur le programme de construction prévu. En effet, alors qu'un plan d'investissement de 50 millions d'euros avait été programmé pour 2016, la hausse de 30% sur les matériaux ampute le budget initial de 15 millions d'euros. Cela risque d'entraîner l'arrêt pur et simple de certains projets, à l'instar de la station d'épuration de Bandrélé ou de Petite Terre, voire de la grande retenue collinaire dont le chantier doit démarrer en 2017. Très inquiet, le président du SIAM envisage donc de saisir le tribunal administratif afin de faire casser la délibération du conseil départemental, si un retour en arrière n'est pas envisagé. La communauté éducative du collège de Mtsangamouji a bloqué l'établissement hier matin pour protester contre le départ précipité du principal, décidé par le vice-rectorat. Bien que ce dernier ait tardé à communiquer, la direction était en fait assurée par intérim et par un adjoint du collège de Tsingoni après que son prédécesseur ait quitté le département en cours d'année pour le Gabon. La nomination d'un nouveau principal s'imposait alors que la population souhaite conserver ce nouveau chef d'établissement, dont le travail satisfait la grande majorité, même le maire Saïd Morifa Ibrahima, qui a apporté son soutien à la population et au personnel. Il indique saisir sur le sujet le vice-rectorat. Sans nouvelles de ce dernier, la reconduction du blocage de l'établissement a été adoptée hier peu avant midi. Le collège a donc une nouvelle fois été porte close ce matin. Depuis 5 ans, une nouvelle drogue a fait son apparition sur le marché des stupéfiants à Mayotte. Moins cher que le traditionnel bangé, cette décoction chimique serait responsable, selon le procureur de la République Joël Garrigue, de la flambée de la délinquance et des violences. Agressions sur ascendant, accidents de la route, hystérie, hémiplégie. Ce phénomène régulièrement dénoncé par les médias n'a été pris en compte que très récemment par les autorités. Ainsi, hier matin, une opération conjointe police-gendarmerie a été conduite sur tout le territoire et a porté ses fruits. En effet, à Cavani, 14 personnes appartenant à un ou plusieurs réseaux de revendeurs ont été interpellées. Idem ce matin dans le quartier de Toujani où 2 personnes auraient été interpellées pour les mêmes faits. Ces individus tous majeurs ciblaient une jeunesse désœuvrée qui se retrouvait contrainte d'agresser et de voler pour financer leur dépendance.
Et enfin, cela ne fait aucun doute, Mayotte jouit de l'un des plus beaux lagons du monde. À ce titre, l'association Reef Check est missionnée pour évaluer l'état des récifs coralliens au niveau international et notamment à Mayotte. La semaine dernière, nous avons eu l'occasion de suivre l'association lors d'une mission d'évaluation dans le site de la Passe-en-Ess, car si les coraux dans cette zone sont encore relativement préservés, ce n'est pas le cas dans le sud de l'île. Les précisions avec Jérôme Coman, Pierre Bellucci et Adèle Laurent. Savoir si le milieu corallien se dégrade ou s'améliore à Mayotte. Voici l'une des missions de l'association Reef Check qui suit 4 stations sur le département, comme nous l'explique Jean-Marie Bouchard. Alors aujourd'hui, on est allé faire des relevés, des observations sur la Passe-en-Ess, sur une station Reef Check. Reef Check est une association internationale qui a pour objectif de donner un état de la santé des récifs coralliens année après année. Donc c'est un système d'observation de volontaires qui fait des relevés reproductibles sur des stations déterminées. Ce site est relativement intact, mais ce n'est pas le cas de tous à Mayotte. En effet, le phénomène mondial climatique et courantologique El Niño a d'ores et déjà atteint le lagon Mahorais. Ce courant lié au réchauffement climatique modifie les masses d'eau chaude, provoquant ainsi des modifications de l'environnement et notamment des systèmes coralliens avec leur blanchiment et donc leur mort. Si la Passe-en-Ess n'en fait pas encore les frais, ailleurs, la donne est différente. Heureusement, à la date du 10 février, eh bien, le blanchiment sur les quelques stations de l'ouest de l'île sont très faibles. Et donc c'est plutôt intéressant et plutôt optimiste pour les conséquences du phénomène El Niño en cours. Par contre, on a eu donc sur ces premières observations des éléments inquiétants qui nous sont remontés sur des très grosses proportions de blanchiment dans le sud de l'île qui sont apparus maintenant il y a une dizaine de jours environ et avec beaucoup d'avance par rapport aux éventuels prévisionnels qui étaient envisagés. J'ai pu observer pour l'association Atoll un blanchiment assez conséquent dans le sud du lagon, dans le sud-ouest, qui a été évalué à peu près à 50%. À savoir un corail sur le dessus de la barrière extérieure, un corail sur 2 était complètement blanc. Tout ce qui était acropore et possiliopore. Si El Niño est un phénomène contre lequel il est impossible de lutter, il convient néanmoins de protéger les coraux pour ne pas qu'ils se dégradent plus encore. En effet, l'envasement ou encore la pollution sont des facteurs aggravants pour la santé des récifs coralliens, comme le confie le secrétaire de l'association Atoll. On a à Mayotte d'autres causes de blanchiment qui ne viennent pas uniquement de ce phénomène El Niño pendant la saison chaude, mais qui viennent de raisons locales. On les connaît tous, ça va être l'envasement du lagon, ça va être les acanthaster, ça va être aussi le rejet de détergents. À ce niveau-là, par contre, là, on peut agir. On peut agir, mais le problème, c'est qu'on ne le fait pas. On a eu des coups de fortes pluies là, les 2 dernières semaines. Tout le monde a décrié le fait que l'eau n'est plus retenue par les arbres, par la forêt, et qu'à cause des cultures, des monocultures en général sur les champs de bananes ou de manioc, tout descend, toutes les eaux boueuses descendent sur le lagon. Ces eaux boueuses dans le lagon, ça va cacher la lumière à ces algues zooxanthelles qui sont censées produire de l'oxygène pour le corail. Donc plus d'oxygène pour le corail, par photosynthèse, ça se fait plus, donc le corail meurt. Donc ça, ce sont des raisons de blanchiment local qui peuvent se produire n'importe quand dans l'année. Si les autorités ou autres associations tentent de lutter pour préserver le lagon Mahorais, la tâche est loin d'être aisée. Chacun doit donc y mettre du sien, notamment en alertant les professionnels concernés lors de la constatation de coraux en danger. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez voir et revoir sur notre site l'infocoesi.fr et sur WAM5. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Orne et la Périne pour la météo. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Rivo Malala Rakotonjavelo, secrétaire départemental du SNIPP. Il était ce matin au micro de Patrick Mian que vous retrouverez demain dans la matinale. Il sera en effet en compagnie à 7h de Sharouman Chamassi, délégué départemental Synergie, avec qui il sera question de la chimique et des dégâts qu'elle occasionne. À 7h30, la parole sera donnée à Mohamed Nawawi, président de la FMBTP. Et enfin, à 8h, ce sera au tour de Spello, Rastami et Mikidesh d'intervenir sur la promotion de la langue maternelle. Excellente soirée à vous sur KTV.